La zone de confort, c'est une erreur de compréhension terrible. Parce que les gens croient qu'en fait, s'ils sortent de leur zone de confort, ils vont aller dans la zone de panique. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. Quand on prend des risques et qu'on est aventuré, en fait, on augmente sa zone de confort parce qu'on développe un savoir-faire. Hello hello, bienvenue sur Ma Passion Mon Job, le podcast qui vous emmène en exploration dans les coulisses de métiers passion. Moi c'est Célia Leduc et après avoir passé plusieurs années à scruter de près les métiers dans différentes entreprises sur des fonctions de recrutement et de marque employeur, j'ai décidé de sortir de ce cadre pour partir rencontrer des personnes venues de tous horizons, réellement passionnées par leur job. Comprendre comment elles en sont venues à exercer leur métier passion actuel, découvrir leur parcours et vous faire découvrir leurs univers, mais aussi vous informer et vous inspirer pour vous amener à pourquoi pas un jour suivre vos passions pour vous lancer dans ce qui vous fait vraiment vibrer. Tel est le programme d'exploration que je vous propose et ça commence maintenant. Suivez-moi, c'est parti! Ah, juste un petit mot avant de commencer. Si le podcast vous plaît, que vous voulez le soutenir, eh bien prenez une minute pour lui mettre une note de 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. Ça m'aide vraiment beaucoup et vous pouvez aussi vous abonner pour être alerté des nouveaux épisodes. Et surtout, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous. Très bonne écoute! Si dans la vie on est passionné par plein de choses, pourquoi finalement devrait-on exercer un seul et unique job ? Certains ont décidé de ne pas se cantonner à un seul métier, mais plutôt de suivre leur passion et de raconter des histoires à travers plusieurs activités, plusieurs métiers. Ce sont ces personnes que j'ai décidé de rencontrer dans cette nouvelle série dédiée aux storytellers multi-passionnés. Et qui de mieux pour ouvrir cette série pour le premier épisode que Mathias Malzieu. Alors Mathias, vous devez sûrement le connaître puisqu'il est chanteur et musicien à la base au sein du groupe Dionysos, mais pas que, puisqu'il a aussi de nombreuses casquettes. Il est également directeur de théâtre, puisqu'il est très passionné par la culture, mais également auteur et réalisateur. Alors comment fait-il pour s'organiser finalement au quotidien pour avoir toutes ces casquettes, mais aussi comment et d'où il puise l'inspiration pour s'épanouir dans tous ces différents jobs. C'est ce que j'ai tenté de comprendre dans cette conversation et vous allez le voir, il nous donne ici pas mal de conseils pour rester connecté à ses passions. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à notre conversation. Bonjour Mathias, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur le podcast. Moi aussi. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est qu'on puisse avoir une conversation sur vous, sur votre parcours et surtout sur vos passions, puisque vous êtes un multi-passionné, vous êtes auteur, chanteur, réalisateur, peut-être autre, vous avez d'autres casquettes ? J'ai celle-là déjà. Mais oui, je suis aussi directeur artistique des Trois Baudets. D'accord. Qui est donc un théâtre pépinière de nouveaux talents à Paris, qui a de très très beaux fantômes, puisque Boris Vian, Serge Gainsbourg, Barbara ou Gréco et plein d'autres ont commencé là-bas. D'accord. Et je travaille aussi un petit peu avec le Théâtre de la Ville maintenant, aussi, pour faire un peu de programmation musicale. Vous êtes passionné de théâtre, de cinéma, en fait, de tout l'artistique également, tout ce qui est musique, finalement. Et créatif et tout ce qui permet de raconter des histoires, oui. Après, j'ai fait un petit peu de photos aussi. J'ai fait une expo photo au Zénith il y a 2 ans. Pas mal de choses avec l'homographie. Je ne sais pas si vous voyez ce genre d'appareil photo un peu punk. Tout à fait. Un petit peu art brut. Et ils me font, de temps en temps, essayer leurs appareils. Donc, j'avais fait testeur pour 2 appareils. Donc, tout ce qui est aventureux, qui me rend débutant me plaît. J'aime le mot amateur. Je trouve que c'est un beau mot. Moi, je pense que je suis un amateur professionnel, mais la particule de amateur, c'est aimer. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas bien les choses, qu'on est amateur, c'est-à-dire qu'on les aime, mais qu'il n'y a pas forcément une administration professionnelle derrière. Il y a certains de
de mes travaux qui sont ensuite administrés, hein, les tournées avec le groupe, les albums, les films, même les livres avec les éditeurs. Mais j'aime aussi faire des choses qui sortent complètement du cadre et ça nourrit. Par exemple, là, pendant le confinement, j'écrivais des poèmes. Je ne pensais pas forcément en faire un livre. Je les écrivais pour ma compagne, pour lui faire des surprises le matin parce que j'ai tendance à beaucoup écrire la nuit. Et ben, finalement, c'est devenu un recueil de poèmes et elle a fait les collages, elle a illustré, on a fait le livre à 4 mains. Ça s'appelle Le dérèglement joyeux de l'Afrique amoureuse et elle s'appelle Daria Nelson. Ça s'est fait comme ça. Mais en fait, je vous dis ça parce que tout ne vient pas de professionnalisation et de tout ce qui est prévu et que tout le temps. En fait, souvent, le meilleur, c'est ce qui n'est pas prévu. Mais il faut se donner les moyens que le pas prévu puisse atterrir. D'accord. En fait, vous aimez vous lancer dans les nouvelles choses, des nouvelles découvertes en fait que vous faites et pas rester dans votre zone de confort finalement. En fait, la zone de confort, c'est une erreur de compréhension terrible. Les gens croient qu'en fait, s'ils sortent de leur zone de confort, ils vont aller dans la zone de panique. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. Quand on prend des risques et qu'on est aventuré, en fait, on augmente sa zone de confort parce qu'on développe un savoir-faire. C'est ça, c'est des compétences qu'on peut développer que quand on fait et qu'on teste finalement. Savoir-faire, eh ben, il faut se tromper. Et en fait, les gens croient que quand ils se trompent, c'est la panique et qu'ils sortent de leur zone de confort. Alors que, en fait, se tromper et être en échec fait partie intégrante du processus d'apprentissage. On n'aurait jamais découvert le pôle Nord ou des gens comme ça s'il y a des gens qui n'avaient pas eu un petit peu froid et qui s'étaient aperçus qu'ils ne passeraient pas à travers la glace. Il faut continuer à chacun à nos humbles niveaux. Le but, c'est pas d'essayer plein de choses, c'est d'essayer tout ce qui me passionne sans me dire ah oui mais non mais moi j'écris des chansons un peu de rock'n'roll et je saute partout donc je vais pas faire un morceau de crooner au ukulélé ou je vais pas me mettre à écrire des livres. En fait c'est juste de décloisonner. Moi un de mes maîtres et d'ailleurs qui a essaimé aux Trois Baudets c'est Boris Vian et c'était vraiment un casseur de cloisons comme ça. Il n'avait pas de chapelle. En fait, c'est ça, vous lancez dans vos passions et voilà, pas de limite, vous y allez à fond. La limite, c'est le désir, en fait. C'est l'envie. Et quand vous étiez enfant, vous étiez déjà comme ça? Quel genre d'enfant vous étiez? J'étais un enfant hypersensible, hyperactif et hypersensible. D'accord. Vous étiez enfant unique ou vous aviez des frères et sœurs? Et j'ai une grande sœur très hypersensible aussi, mais un peu mieux canalisée que moi, qui est devenue psy. Ok. Qui est très, très importante pour moi. Au-delà d'être ma sœur en tant que personne, c'est quelqu'un de très important pour moi. Et j'étais assez turbulent quand même, avec beaucoup d'imagination. J'imaginais beaucoup d'histoires, de choses avec mes jouets, je faisais des mises en scène, des trucs. Déjà petit, vous aimiez raconter des histoires? Déjà, j'avais fait un truc avec, j'avais deux amis imaginaires qui étaient qui en fait c'était des peluches, quoi, hein, mais que je imaginais vivantes et me répondant. Et j'avais fondé avec eux ce que j'appelais l'EDT. Ça voulait dire l'entreprise de tout. D'accord, génial. Ça a commencé déjà tout jeune, quoi. Avec mes deux singes. Et il y en a un que j'ai récupéré là. Attendez, je vais aller vous le chercher. Ah, génial. Il a suivi le début de vos aventures. Voilà, lui, il faisait partie de l'entreprise de tout. Et en fait, c'est ça, vous avez créé une entreprise de tout avec plein de passions, plein de choses que vous avez développées. Voilà, c'est ça. Je continue avec les amis imaginaires parce que quand j'ai perdu ma mère, le premier roman que j'ai écrit, qui s'appelle Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi, j'ai inventé l'histoire d'un personnage, d'un géant qui venait m'aider et qui venait me prêter son ombre pour me faire une espèce de cataplasme pour le cœur. Et ce personnage, j'en ai fait une chanson qui s'appelle Giant Jack. On a commencé les concerts avec Dionysos, au moins pendant 120 concerts avec ça. Et en fait, quand j'ai fait la mécanique du cœur, ensuite, j'ai voulu voir les origines de la bête. Donc, c'est un personnage. Moi, j'avais 30 ans à l'époque. Donc, je lui avais donné 130 ans. Puis, je vais retourner 130 ans plus tôt. Comme je lui avais fait un espèce d'accent un peu écossais, parce que je veux que ça soit une créature de la nuit, un peu vampiresque, un peu à la fois séductrice et inquiétante. Je suis retourné à Édimbourg en 1874 à sa naissance. Et là, ensuite, je suis allé à Édimbourg vraiment. Puis j'ai vu qu'il neigeait, qu'il faisait très froid. J'ai inventé le jour le plus froid du monde. Et je me suis dit que ce personnage de géant, avant d'être devenu un géant qui venait, qui ne mourrait jamais, et du coup avait eu une espèce d'expérience sur le deuil et qui venait aider les autres. Et qu'est-ce qui s'était passé avant? Et ça a donné la mécanique du cœur en fait.
Quelle imagination débordante! C'est des liens, en fait. C'est Ouais, seulement des liens. Je tire une bobine, mais je me ouais. contente pas de dire ah bah ça c'est pour la chanson. En fait, je fais un lien. Donc du coup, quand j'ai commencé à travailler sur Giant Jack, j'ai fait sa chanson. Mmh. J'ai fait le livre, puis j'ai rêvé du film, donc j'ai fait un clip. Le clip a donné un visuel qui m'a aidé pour la mécanique du cœur. D'accord. Du coup, ensuite, j'ai fait la mécanique du cœur sur le. À l'époque du premier roman, j'avais fait la chanson du géant et quelques chansons qui étaient connectées au livre. L'album d'après, j'ai fait la bande originale du livre. Du coup, D'accord. j'ai fait venir des personnages. Donc, Miss Acacia, c'est Olivia Ruiz. Le géant, justement, c'était Eric Cantona. J'avais Georges Méliès à l'époque, c'était Jean Rochefort. Il y a Rossi de Palma qui est venu faire une prostituée ludique qui venait se faire réparer tout le temps dans la maison. Et en fait, et après, du coup, j'ai eu la chance que Luc Besson veuille bien que je fasse le film, qui est quand même un film qui a coûté 20 Ouais, millions d'euros, hein, donc c'est pas rien, surtout pour un premier film en France. Et à la fois, c'est énorme, ça peut paraître, et c'est énorme, hein, ouais, beaucoup, beaucoup d'argent. ouais, Mais pour vous donner une idée, un Pixar, par exemple, ça coûte 150 millions d'euros à peu près. ouais. Donc, à la fois, un gros film, à la fois pour un film en images de synthèse de cinéma, ça restait un tout petit budget. Mais C'est intéressant cette manière de voir les choses, de pas penser en activité en disant: «Je suis chanteur, je suis réalisateur, je suis auteur», mais plutôt: «Qu'est-ce que j'ai envie de faire finalement? Qu'est-ce qui me passionne?» et après ça prend différentes formes, quoi. un esprit d'aventure. Et à la base, alors j'ai fait exprès, je me suis de toute façon je vous connaissais déjà, mais je me suis un petit peu renseignée, mais pas trop non plus, parce que je voulais savoir à la base que vous me racontiez un petit peu quelles études vous avez fait, enfin, comment on va dire, cette concrétisation artistique a démarré, enfin. En fait, les études ont été la suite logique de mes premières passions. C'est-à-dire que en fait, je m'ennuyais ferme à l'école. Vraiment, j'étais pas très adapté à la scolarité, hein. J'ai eu conseil de discipline. J'ai rien fait de grave, hein, j'étais pas un méchant. Mais vous Euh, n'êtes pas scolaire, voilà, l'élève je faisais des scolaire. conneries, j'étais très étourdi, j'oubliais mon cartable même en troisième parce que je rêvais à des trucs. Je suis un rêveur, vraiment, un rêveur à la fois un rêveur un peu dur. Et du coup, ben, dès que j'ai pu, j'ai fait fac de cinéma, je suis allé jusqu'à la maîtrise de cinéma. Et j'ai fait une OK, maîtrise. donc directement avec des études artistiques, quoi. Ouais. Et là, ça a commencé à bien se passer. J'ai commencé à avoir des bons résultats et j'ai commencé à m'y plaire. J'avais que 15 heures de cours et j'en loupais pas une seule, sauf le cours sur le CNC, là, sur les droits du cinéma qui m'ennuyait terriblement. Mais sinon, j'étais très assidu et travailleur. En plus, on avait du coup des petites réductions pour aller au cinéma. Et on n'était pas dans une époque d'Internet, ni de Netflix et de choses comme ça. Donc, c'était soit le vidéoclub avec les VHS, soit le cinéma de cultiver. Et j'allais au cinéma 4-5 fois par semaine. Ah oui, ça vous passionnait vraiment, c'était vraiment Ah votre truc. ouais, oui. Moi, de toute façon, ça a toujours été équilatéral en fait. Moi, je voulais Ouais. raconter les histoires. Donc, moi, j'aime autant les livres, les films que les disques. Il n'y Ouais, en en a pas fait, un que je préfère. c'est finalement le fil rouge, c'est les histoires et c'est autant de manières différentes de raconter des histoires. Oui, en C'est ça. fait, et puis c'est comme un bain révélateur, comme si vous avez une histoire, si vous aviez shooté votre photo, puis vous trempez votre histoire dans le matériau film, ou dans le matériau chanson, ou dans le matériau livre, et en fait, les tours magie sont différents à chaque fois. C'est Et génial. des fois, vous faites à la gueule, et des fois, vous n'y arrivez pas aussi. J'adore Mais cette, manière de voir les choses, l'idée fait en fait, votre vraie passion, c'est raconter des histoires, si on résume exactement, et en vivre aussi. et en Que vivre. j'aime imaginer, j'aime que la vraie vie me stimule mon imagination. Par exemple, j'étais donc greffé de la moelle osseuse, moi, il y a 7 ans. C'est pour ça que là, j'ai fait par exemple, le vaccin ce matin du Covid parce que je suis dans les prioritaires, hein, tout va bien, je suis en très D'accord. bonne. Et j'ai un système immunitaire qui est une rustine de vélo, quoi. Donc, c'est que voilà, du coup, même quand je ne fais pas qu'inventer. Mmh mh. C'est-à-dire que par exemple, là, pendant la greffe, bah, j'ai écrit mon journal de bord. J'appelais ça journal d'un vampire en pyjama parce que j'ai été transfusé 150 fois. Ah bah, voilà, j'ai votre livre. Bah, voilà. Et ensuite, à la fin de celui-là, par exemple, je suis allé en Islande. Ouais. J'ai traversé un bout de l'Islande en skateboard à moteur, dont le cercle polaire. Et ça, c'est un rêve que j'avais écrit dans une chanson. Quand j'étais à l'hôpital, je me dis si je m'en sors, j'irai traverser l'Islande en skateboard à moteur. Et du coup, je l'ai fait. Et j'ai fait une chanson là-dessus. Donc, ça a lié un truc. Puis j'ai sorti ce livre. Et ce livre a eu 2 effets papillons avec des ailes énormes. Mmh mh. Le premier, c'est que en fait, il y a un producteur de documentaire
Il m'a dit, mais c'est génial, vous voulez pas le refaire, votre voyage en Islande, on vous filme. Puis on s'est dit, ouais, mais bon, ça manque de spontanéité, j'ai déjà fait. Donc je suis parti en Norvège. Et je suis reparti en skateboard. Alors, pas tout seul, cette fois, parce que mon voyage en Islande, c'était vraiment un solo. Parti avec une équipe légère, on était 3 sur la route, mais quand même avec une voiture, une infrastructure, quoi. Et je suis parti jusqu'au Cap Nord, donc l'endroit le plus au nord d'Europe. Après, il n'y a plus que les îles Svalbard, et après, c'est le pôle Nord, quoi. Donc, je suis parti dans Terre Sami. Sami, c'est vraiment c'est la Norvège de l'extrême nord. Donc, c'est les éleveurs de rennes. J'ai passé 3 jours chez un éleveur de rennes et j'ai croisé un renne blanc bébé de 2 heures avec du sang au bout du sang. Oh, génial. J'adore les rennes. Ouais, je suis déjà allée dans un élevage de rennes en Haute-Savoie, là où habite ma famille. Ouais. Ça doit être un rêve de le voir dans un autre cadre encore, parce que là, c'est. Ça, ça devait être des cerfs. Je pense pas vraiment des rennes. Alors, si, ce sont des rennes. Mais, ouais, alors en tout cas, ils disent que c'est un élevage vraiment de rennes. Mais alors voilà, il y a tout un système d'importation. Enfin bref, Ah oui, d'accord. Ils peuvent être importés et comme ils sont. Voilà. Mais enfin, c'était vraiment hors enclos le truc. Ouais. Et ce qui était magique, c'est que l'éleveur, là, qui était extraordinaire, m'a dit, bon, puis j'espère que tu croiseras un renne blanc, parce que les rennes blancs, quand on les croise, ça lave l'âme. Enfin, il y a tout un truc un peu mystique. Ok. Et sans forcément y croire, c'est pas la question de la croyance, c'est la question de la poésie, là, qui est en jeu. C'était très poétique, l'idée de croiser un renne blanc, et que ce monsieur, lui, dans sa vie à lui, ça avait cette importance-là. Et 4 ou 5 heures plus tard, sur la route du Cap Nord, le plus poétique des embouteillages du monde, on se retrouve la voiture coincée par un troupeau de rennes et 2 voitures devant nous et on ne klaxonne pas les rennes parce que c'est des animaux sacrés. Donc tant que la route, on reste derrière. Je rêverais que ça m'arrive, ce genre de choses. C'est magique. Du coup, on dit, bon, ben, on va faire un petit tour, se dégourdir les jambes. Et la régisseuse qui nous dit, attention les gars, si vous filmez encore des rennes, on en a plein, on a des rushs de rennes de partout. Donc, vous partez pas trop loin parce qu'on a encore 8 heures de route pour arriver jusqu'au Cap Nord. Vous déconnez pas. Et on a disparu pendant 2 heures parce qu'on est tombé sur un bébé renne blanc. Et si vous pouvez regarder après, si vous voulez, tapez la chanson Petit renne blanc Dionysos. Okay. Et on voit avec le petit renne. Et sinon, vous tapez aussi je vais noter. L'appel du merveilleux, et il y a une bande-annonce et un reportage assez long de 9 minutes. D'accord. Et on voit les images du petit renne blanc et vous allez craquer, parce que c'est à peu près la plus belle chose que j'ai vue de ma vie avec quelques autres. Super. Du coup, ce lieu vous a inspiré. J'imagine que ce lieu vous a inspiré pour d'autres créations. Ben oui, parce que déjà, ce livre, en fait, j'avais mis le nom, le code de la maman qui m'a greffé, ce qui est totalement interdit. Mais j'ai pas fait ça exprès, en fait. J'étais comme un journaliste, quoi. Je notais tout ce qui m'arrivait et j'ai noté le vrai nom de code. Et du coup, le livre est sorti 2 ans après en Allemagne. Ok. Et moi, j'ai fait une tournée de conférences sur la résilience, l'imagination dans un contexte d'hospitalisation. Je suis allé dans des facs de cinéma, dans des facs de médecine, dans des facs de lettres, en Chine, au Mexique, en Espagne et en Allemagne. Ok. Et quand j'arrive en Allemagne, il y a une petite lettre blanche, une petite enveloppe, posée entre une banane et un Mars avant que je monte sur scène. En fait, c'était une lettre de la directrice de l'hôpital de Düsseldorf qui avait trouvé mon cordon, qui avait lu le livre, avait tapé le code dans sa base de données et qui a trouvé la maman. Et le fait est que la maman, elle travaillait à l'hôpital et que c'était une copine à elle, alors qu'elle ne le savait pas, parce que les dons. Donc elle lui a donné le livre, elle fait, tiens, regarde, c'est un monsieur qui a été greffé par sang de cordon, j'adorais le livre, dis-moi ce que tu en penses. Donc la maman a lu, a fait, oh là là, c'est extraordinaire ce livre. Eh bien, regarde le code, c'est le tien. Donc la maman apparemment un peu fondue en larmes et tout, et elle m'a envoyé une lettre. Okay. Et cette lettre, quand j'étais à Hambourg juste avant de monter sur scène. Sauf qu'en France, c'est interdit. Pas la loi de la bioéthique que je comprends très bien. Bah oui. Interdit les donneurs de se rendre et les receveurs de se rencontrer. Sauf qu'en Allemagne, la loi est différente. La loi, c'est qu'après consentement mutuel après 2 ans, et quand tout va bien après 2 ans, les gens peuvent se rencontrer. Du coup, j'ai eu cette possibilité. Donc, je suis parti à vélo de chez moi, à Paris. J'ai écrit une chanson qui s'appelle Family, que j'ai gravée sur un vinyle à 1 exemplaire. J'ai dormi dans des péniches, dans des bulles au milieu des champs, dans des cabanes à 12 mètres de haut dans les arbres.
et autre chose. À chaque fois que je faisais mon découpage, je m'étais mis 80 km par jour à peu près de vélo électrique. Hein. En fait, votre vie est aussi passionnante que vos histoires, quoi. Ben, en fait, je vous parle de ça par rapport à votre question, pour illustrer votre question. Ouais. C'est-à-dire que je ne suis pas seulement quelqu'un de... Mon imaginaire se nourrit, il est connecté au réel. Mon imaginaire, c'est un arbre. C'est-à-dire qu'il a les racines dans la terre et après, il a les branches qui vont dans les nuages. Et quand on le regarde à l'envers, on a l'impression qu'il a les racines dans les nuages. D'accord. Mais je ne suis pas seulement quelqu'un qui imagine des trucs et qui reste assis toute la journée. Vous vivez vos expériences et vous allez au bout de vos rêves vous-même. Voilà, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je travaille à mes rêves. Et des fois, j'y arrive pas, et des fois, je me trompe, mais ça fait partie de l'apprentissage. Et même Une sirène à Paris, mon dernier livre, disque et film, c'est une histoire sur le courage de recommencer, en fait. De recommencer quand on s'est fait quitter, de recommencer quand on a été malade, de recommencer, par exemple, comme en ce moment, à écrire un nouveau livre, un nouveau film, une série, des choses, alors que j'ai travaillé 4 ans sur Une sirène à Paris, qu'il est resté 3 jours à l'affiche, que j'aurais dû partir en tournée pour jouer les chansons du film et de l'album, que l'album il est resté 1 semaine dans les bacs, et que ces 4 ans de travail qui ont été complètement détruits. La terrible injustice de ça, c'est que je serais sorti 1 semaine après, j'aurais pu sortir ensuite sur Netflix. J'ai eu une proposition monde de Netflix pour le film, enfin pas moi directement, mais notre distributeur. Ok. Et on n'a pas pu l'accepter à cause du CNC. Parce que ils avaient pris le. Parce que, qui est une loi que je trouve très bonne d'ailleurs. C'est une loi, la chronologie du média, qui fait que quand on sort en salle, on ne doit pas être sur une plateforme avant je ne sais pas combien de mois. D'accord. Et je trouve ça bien. Et moi, j'ai fait mon film pour la salle. J'ai fait un format scope. Enfin, et j'aime le cinéma. J'aime aller au cinéma. Voilà, j'ai fait une fac de cinéma. J'ai pas fait une fac de plateforme. Donc, je voulais faire ça. Mais le fait est que quand finalement il y a le Covid qui arrive et qu'on me dit ah oui, mais votre film il est sorti 3 jours, vous pouvez pas aller sur les plateformes, t'es pas bien content. Oh là là, bah ouais, c'est mal tombé. Et pourtant, le film est super. Pour dire vulgairement, j'ai trouvé ça même un peu con de la part de gens qui sont censés aider les films français. Mon film, en plus, je l'ai financé uniquement avec des préventes à l'international grâce à Grégoire Melin, qui est un vendeur international extraordinaire et qu'on arrivait à financer le film grâce à lui. Parce que dès qu'il y a du fantastique en France, c'est très compliqué de financer les films. Hein. Si on n'a pas soit un énorme casting, soit qu'on est Gondry ou Jeunet, et encore même Jeunet, maintenant il fait ses films pour Netflix parce qu'il arrive à faire ses films. Le casting était très bien quand même. Vous avez très bons acteurs. Non, mais j'ai eu de la chance. Hein. J'ai eu de la chance dans l'expérience et puis ça me servira pour les prochains. Et d'ailleurs, l'année dernière, j'ai reçu Claire sur le podcast, donc Claire la sirène qui a fait la doublure et qui a pas arrêté de me parler de vous en me disant c'était un rêve de pouvoir contribuer au film, quoi. Ah mais elle est géniale, elle est extraordinaire cette fille. Ouais. Elle a été adorable en plus d'humilité parce que voilà, elle c'est la sirène à Paris, c'est elle. Oui, oui. Et évidemment, moi j'avais besoin d'une comédienne et d'une chanteuse. Oui. Elle aurait pu incarner le rôle elle-même, on aurait pu prendre ce risque-là, mais productionnellement, voilà, il fallait quand même que j'ai des garanties pour les premiers rôles que je pouvais pas me permettre. Ouais. En tout cas, elle a fait la doublure, elle a fait mieux que la doublure. Elle a briefé Marilyn Lima, elle a été adorable avec elle a été de bons conseils sur tous les trucs. C'est grâce à elle aussi qu'on a pu tourner à l'Aquarium de Paris. Enfin, Claire, c'est une merveille, son spectacle est très beau. Et j'ai fait 2 spectacles avec elle d'ailleurs, en plus du film. Quand j'ai sorti le livre, je suis allé jouer des morceaux d'Une sirène à Paris devant l'Aquarium. Oh et puis, là là. sa sirène, elle est venue nager, danser derrière. Et notamment, ce jour-là, il y avait aussi des gens, des distributeurs du monde entier de cinéma, que justement le fameux Grégoire Melin avait invité. Et c'est notamment grâce à ce spectacle avec Claire qu'on a pu financer le film. Parce qu'en France, personne ne voulait. Ah ouais, comme quoi elle a été aussi d'un appui pour le film. Très important, Claire. Très, très important. Il faut vraiment que j'aille la voir à l'Aquarium de Paris, mais bon, là, en ce moment, c'est un peu compliqué. Mais voilà, dès que les choses vont pouvoir se calmer. Bon, en tout cas, j'ai adoré. Puis j'adore aussi les sirènes. J'avais écrit il y a des années un roman sur les sirènes que j'ai laissé dans un tiroir parce que c'était un peu décousu. Mais c'est vrai que cet univers fantastique, je suis fan. Donc, Bah oui, c'est une belle figure, la sirène. Et puis, je trouve qu'elle n'est pas forcément si exploitée que ça. Enfin, il y a des choses sur les sirènes, mais par rapport à d'autres créatures fantastiques, je pense qu'il y a plein de choses à faire. Ouais, elle apparaît un tout petit peu dans Peter Pan et donc dans Hook aussi de Spielberg.
on voit les sirènes un petit peu. Ouais. Le tellement regretté Robin Williams que j'aime tant. Ah oui. On les voit aussi dans le Pirates des Caraïbes. Oui. Il y a ce film Splash aussi qui est mythique. Splash, bien sûr, Splash que j'ai vu il y a longtemps et que j'ai Ouais. été obligé de revoir et pour m'inspirer et surtout pour aussi faire attention de ne pas faire quelque chose de trop proche. Ah oui, oui, c'est ça. Bah, S'inspirer sans il n'y en a forcément. pas il y en a pas 36 000 des films de sirènes, donc on Ouais. peut, voilà, en plus, voilà, c'est quand même une histoire d'amour. Donc, histoire d'amour, tout ça, il fallait faire attention. Et moi, bon, j'étais tranquille avec ça parce que Splash, il suit vraiment l'histoire de la petite sirène. C'est-à-dire que la sirène rêve d'avoir des jambes, elle rêve du prince charmant, elle rêve d'être humaine. Alors que moi, je voulais d'une sirène qui en a rien à foutre d'être humaine. Elle est échouée, mais elle veut quelque chose à l'origine, c'est retourner dans son élément. Sauf qu'elle va tomber amoureuse alors qu'elle croit qu'elle n'en est pas capable, ce qui est le même cas que son personnage. C'est là que je me différencie assez facilement. C'est ça qui est génial. Vous avez détourné en fait finalement le mythe un peu de Ariel qui veut absolument s'échapper. Et je trouve ça génial le fait que dans le film, elle parle pas, elle veut pas parler. Elle veut qu'une chose, c'est retourner dans l'eau. Puis en fait, on sent au fur et à mesure qu'après, bon, elle est pas. Il y a quand même quelque chose qui se crée avec le personnage, quoi. J'aimais vraiment l'idée que les deux, c'est un classique des histoires d'amour impossible. C'est que elle tue les gens avec sa voix et lui les chanteurs. Ouais. Elle a été persécutée par les hommes parce que on le sait plus tard dans le film et dans le livre. Il y a eu un gros souci de famille sans trop tout dévoiler pour ceux qui voudraient le voir, et qui fait qu'elle a une haine contre les hommes et qu'elle se protège avec sa voix. Et lui, il a été meurtri par une séparation ultra difficile qui fait qu'il pense qu'il est immunisé face aux sentiments amoureux. Donc elle tue tout le monde sauf lui. Ouais, c'est ça. Volontairement. Donc à la fois, il y a un côté burlesque et en même temps, c'est une tragédie. Ouais. Mais dans le tragique, il y a de l'amour qui se fait et il y a de la complicité. C'est ça que je voulais raconter. Vraiment. Et puis ce que j'aime, c'est cette dimension un peu hors du temps intemporel que vous avez donnée, puisqu'il y a ce côté rétro. On sait qu'on est à l'époque plus ou moins actuelle, mais en même temps avec un imaginaire, le Paris avec le cabaret. J'adore en fait l'ambiance un peu psychédélique que vous avez donnée au film. Bah, en fait, moi, j'aime le cinéma. Je dis pas, il y a de très bons films sociaux, des films policiers, des machins, des bruits, des mecs filmés dans des gendarmeries et tout. Mais moi, à part Breaking Bad, qui m'a scotché parce que les personnages sont tellement intenses et géniaux, et les intrigues géniales que c'est passé. Mais sinon, moi, j'ai besoin d'étoffe un peu. Ouais. J'ai besoin de Kinoche. J'ai besoin d'un décor, un peu, ouais. j'ai besoin d'éteindre la lumière dans un cinéma et qu'on m'allume l'écran du rêve, pas d'avoir l'impression d'être sur CNews à nouveau, quoi. Donc, en tout cas, vous avez réussi à le faire avec ce film et j'encourage vraiment tous nos auditeurs, auditrices qui ne l'auraient pas encore vu à voir ce film merveilleux. à soigner le DVD en plus. Je sais que ça se vend plus, mais encore pareil, c'était du Don Quichotisme, sortir le DVD. Mais moi, j'ai adoré acheter des films en DVD, en VHS. Donc, j'ai mis des scènes coupées, même qui n'étaient pas. Il manquait des trucages et tout. Elles sont un peu brutes, les scènes, mais ça fait rien. C'est du matériel de travail. Je suis allé faire des interviews en plus. J'ai raconté des anecdotes pour qu'il existe. Parce qu'au début, on sort le truc DVD juste avec le film. Et il pourrait être dispo sur une plateforme à terme ou pas du tout? Il est en VOD. Mais il n'est pas en SVOD, c'est-à-dire qu'il est en VOD, qu'on peut l'acheter à 4 €, je sais pas quoi. Oui, il n'est pas sur les plateformes avec les abonnements. Et voilà, ça, en fait, c'est bien. À chaque fois que quelqu'un loue ou achète le film, on a un petit peu de sous qui rentre pour le film. Mais évidemment que si on était sur Netflix, il avait une deuxième vie, il avait une vraie vie. Alors que là, il a été tué dans l'œuf, quoi. Ah ouais, j'avais de la peine quand j'ai vu ça, franchement, parce que moi, j'attendais ce film forcément avec impatience. Enfin bon, je voudrais qu'on parle aussi un petit peu de votre rythme de travail. Comment vous faites pour rester connecté à cette passion de raconter les histoires? Comment ça se passe? Ça se passe avec beaucoup d'intensité. Par exemple, vous voyez, ce matin, j'ai fait 2 heures d'interview pour la sirène à Paris, au Japon. Entre-temps, je suis allé me faire vacciner. Bon, là, c'est un peu exceptionnel aujourd'hui. Là, pendant qu'on a notre Zoom, j'ai plein d'appels qui sont arrivés et derrière, en fait, quand on va terminer, je dois travailler sur la programmation du Théâtre de la Ville, sur celle parce qu'on fait des live streams au Théâtre de la Ville et au 3 Baudets. Ok. Une fois que j'aurai terminé ça, j'ai des mix à écouter de notre album Années 40, des photos à choisir.
Et ce soir, pendant la nuit, je vais écrire mon nouveau roman. Ah oui, c'est des journées très, très chargées. Et oui, parce que vous me disiez en off que votre rythme de travail, c'était aussi beaucoup de travailler le soir, la nuit. Ouais, j'aime bien en fait. J'aime bien parce qu'en fait, il n'y a plus de mails. Ouais. Y a plus de... Et en fait, il y a un cocon qui se crée autour de moi et qui m'aide à me concentrer et à rester dans mes histoires. En fait, vous n'êtes pas dérangé, quoi. C'est ça. Vous êtes à Ouais. fond. Et puis, il y a une inspiration le soir qui est sûrement pas la même que la journée. Un côté. Oui, j'aime beaucoup le matin aussi. Quand D'accord. j'arrive à ne pas me coucher trop tard. Le matin, il y a un truc il y a un autre. C'est pas le cocon n'est pas de la même couleur, mais c'est une autre cabane intéressante le matin. D'accord. Si vous pouviez donner un conseil à tous ceux qui voudraient se lancer dans leur passion. Je leur dirais n'écoutez aucun conseil, même Ok, pas les miens. faites l'inverse. Faites l'inverse. Non, ne faites pas l'inverse. Non, parce que faire l'inverse, c'est la même chose que d'écouter tous les conseils. En D'accord. fait, avoir une réaction. C'est Ouais. juste, en fait, vous vous concentrez, vous faites un gros focus sur ce qui vous tient vraiment à cœur. Pas les choses qui sont des lubies ou des petites caprices ou des petits désirs ou des envies de Ouais. faire comme la voisine ou le voisin ou le Ouais. copain. Les choses Le que vous voulez vraiment. Ouais. Le truc qui vous brûle qui fait que c'est à la vie, à la mort, vous en rêvez toutes vos forces. Et à partir du moment où vous avez choisi ça, là, vous lâchez rien. Et puis Ouais. surtout, quand on vous dit non, vous continuez. Vous continuez, vous continuez, vous continuez. Ça ne veut pas dire que vous n'écoutez rien. Mhm. Oui, Et on écoute, mais on continue pas, avec sa voix, son objectif. vous ne vous laissez pas formater. D'accord. C'est ça. Parce que ça paraît, on a l'impression que si on se formate, on va y arriver plus vite. Ouais, on a l'impression qu'en fait, on a envie d'écouter des milliards de conseils et en fait, il faut s'écouter soi. Il faut s'écouter soi. Quitte à se tromper. En fait, on va me dire ah mais non, ben voilà, j'ai fait ce que j'ai voulu et ça n'a pas marché. Non, le fait que ça n'ait pas marché, c'est là qu'on apprend le plus. Quand on fait du ski, qu'on apprend à skier, le mec qui reste en chasse-neige tout le temps, il tombe pas, il va skier tout pourri toute sa vie. Celui qui va essayer de mettre les skis comme ça, à un moment donné, il va faire un virage, il va croiser les skis, il va tomber. Mais il va comprendre pourquoi il tombe. Ouais, c'est C'est ça exactement ça. Et ça, c'est capital. Je vous recommande d'aller voir une conférence. Enfin non, c'était une remise de diplôme qu'avait fait J.K. Rowling, donc l'écrivain d'Harry Potter. Elle a fait un truc génial. C'était une remise de diplôme. C'était Harvard ou un truc extrêmement prestigieux. Elle avait été invitée à dire le discours de félicitations des grands diplômés. Donc, c'est des gens qui ont eu donc un très haut diplôme, donc qui sont en réussite maximale à ce moment-là. Et elle leur dit, ben, écoutez, moi je suis là, je vais vous parler d'échecs, parce que là, vous êtes en pleine réussite, mais comme tout le monde, vous allez connaître des échecs. Tôt ou tard. Ouais. Il y a toujours quelqu'un qui va être meilleur que vous dans le même domaine. Il y a un coup, vous n'aurez pas de chance, il y a un coup, ce ne sera pas le bon moment. Il y a un coup, vous allez être nul. Et ça ne veut pas dire que vous êtes nul dans l'absolu. Et ce n'est pas parce que vous êtes bon aujourd'hui que demain, vous serez bon. Ouais. Ça force aussi à une certaine humilité de dire, obligé. Voilà, de dire il faut tout le temps se remettre en question et on peut toujours être débutant dans quelque chose. Et c'est même passionnant. C'est même passionnant. C'est la question voilà, de l'amateurisme. Okay. La part aimer. C'est ça, en fait, il faut être débutant. Il faut être débutant paradoxalement, ça paraît paradoxal, mais pour construire un savoir-faire et une expérience, il faut se frotter à cette différence de soi-même, à se sortir de cette zone de confort, comme on le disait tout à l'heure. Génial. On va maintenant terminer la conversation par un petit passion quiz. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est le passion quiz. Plutôt thé ou café ? Thé, parce que le café, je suis trop insomniaque pour ça. Donc j'en bois un, c'est fini. Ok. Jour ou nuit ? Plutôt nuit. Plutôt nuit. Sirène ou vampire ? Les deux, mon capitaine. Ah, vous n'allez pas pouvoir choisir. Alors, je vais dire quand même vampire parce que cette appellation m'a aidé à avoir de l'autodérision sur ma situation compliquée de maladie grave et rare d'il y a quelques années. D'accord. Donc, ça a été vraiment ça a été mon bâton de pèlerin quand même, alors que je crois en rien d'autre qu'à la joie et à l'imagination. Mais ça a été un truc sur une béquille pour s'appuyer assez fortement. Ok. Musique ou cinéma ? Ah là, c'est impossible de choisir pour moi. Ok. Parce que j'aime la musique de film, je peux pas imaginer le cinéma sans musique. Et moi, quand je compose mes chansons, j'ai tout un film dans ma tête. Ouais, ok. Bon, alors, on ne choisit pas. Une personne célèbre qui vous inspire ? Vivante ou... Comme vous voulez, pas forcément vivante. Il y en a tellement.
par exemple, quelqu'un que vous aimeriez rencontrer ou vous auriez aimé. J'aurais adoré discuter avec Jack London. Ah ouais, gros blanc, très, 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 très Ouais, et belle. puis plein de choses. Puis c'est quelqu'un justement lui qui a commencé vraiment dans les bas quartiers. Il a tout fait, il a fait tous les métiers et il a transcendé un truc vraiment à la résistance, à la résilience et à l'appétit de vie. Ok, j'ai aimé pouvoir le rencontrer. Un personnage de film ou de livre qui vous inspire? Alors, je dirais l'oncle Oswald de Roald Dahl, qui est un espèce de Forrest Gump érotique. Ok. Alors, je pense que ça passerait peut-être, vu que maintenant on cancel tout et que tout est compliqué. Ouais. Des fois à raison, mais pas tout le temps. Hein. Ouais. Il faudrait arriver à retrouver une forme d'équilibre. La révolution, c'était bien, la terreur, c'était moins bien, Ouais. je dirais. Mais en tout cas, c'est un livre de Roald Dahl, donc qui a écrit Charlie à la chocolaterie et tous ces livres très connus pour enfants, Ouais. mais qui a écrit des livres aussi beaucoup plus cruels pour adultes, qu'utilisait d'ailleurs Hitchcock pour ses séries. Il écrivait beaucoup les scénarios d'Hitchcock, en fait, Roald Dahl. Et il a créé un livre qui s'appelle Je L'Oncle ne savais pas du Oswald. tout. C'est Ah, vrai mais c'est qu'on connaît beaucoup Charlie et la chocolaterie. Ah ouais, mais il a écrit un truc qui s'appelle Bizarre Bizarre, un autre qui s'appelle Kiss Kiss. Il y a des nouvelles d'une cruauté folle. Je vous en raconte une pour vous donner un exemple. C'est un personnage qui traverse le désert et tombe en panne. Et malheureusement, il arrive dans une station-service. Les gars lui disent il va falloir passer la nuit ici. Vous n'aurez pas les pièces avant demain. Mais là-bas, il y a le château du prince et franchement, il est hyper hospitalier. Ça nous est déjà arrivé d'avoir des gens en panne et il accueille les gens. Allez lui demander l'hospitalité, ça va bien se passer. Il y va, effectivement, il est royalement accueilli. Une table incroyable, il mange comme il a jamais mangé. Et puis à la table, il y a le prince et puis il y a sa femme, la princesse donc, et sa fille. Et les deux se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Ils sont toutes les deux sublimes. Et elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Bon, le soir, il va se coucher, il l'amène au 4e étage, il se couche et il entend gratter à sa porte. Il ouvre, c'est l'une des deux, et il lui demande mais qui êtes-vous? Elle dit rien, et ils ont une nuit torride, extraordinaire. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait en fait pour savoir laquelle c'est? Il lui fait un suçon dans le cou pour savoir au petit déjeuner laquelle ça va être. Et il descend au petit déjeuner tranquillement le lendemain. La mère, la fille, aucune n'a de suçon. Bon, alors il est un peu interloqué. Le prince le ramène à sa voiture qui a été réparée, tout ça. Puis il parle. Vous avez des enfants? Ah non, vous savez, je bourlingue beaucoup, peut-être plus tard. Ah ben moi, vous savez, j'ai 2 filles. Il y en a une que vous avez vue et puis il y en a une autre que vous n'avez pas vue parce que elle est au 4e étage, mais elle est en quarantaine parce qu'elle a la lèpre. Oh là là. Bon. Voilà. C'est des histoires de Roald Dahl, vous voyez, c'est pas que pour les enfants. Et donc, ce Roald Dahl, donc cet oncle Oswald, lui, en fait, c'est ce même personnage de cette histoire-là que je viens de vous raconter. C'est un bourlingueur. Et un jour, il découvre en Afrique qu'il y a un moustique qui s'appelle le méloé, qui est extrêmement, on dit quand on mange un fruit et que ça donne de l'excitation sexuelle. Aphrodisiaque? Voilà, et qui est très aphrodisiaque parce que à un moment donné, je sais plus comment ça se passe, mais il y en a un qui bâille, il avale le moustique, et après il est tout excité. Donc en fait, lui, il prend le moustique et en fait, il en fait de la poudre. Il met ça dans un chocolat et il engage une demoiselle pour aller forniquer avec tous les génies de la planète. Donc du coup, c'est extrêmement drôle parce que du coup, il invente quelque part le Viagra, quelque part, il invente aussi le préservatif féminin parce que du coup, la demoiselle se met ça, elle récupère le sperme des génies et ensuite, lui, il monte une banque de sperme de génies où il vend très cher le sperme de Picasso, de Matisse, du roi d'Espagne, de Conrad. Donc, c'est drôlissime. C'est drôlissime parce qu'évidemment, il y a tous les ébats sexuels avec Picasso qui a voulu un 2e chocolat qui est devenu à moitié fou. Et du coup, et en même temps, c'est une fresque historique parce que ça raconte l'évolution de la sexualité, mais de manière jamais vulgaire, en fait. Parce que la vulgarité, c'est l'ordinaire. C'est parfois grossier et choquant. Mais c'est raconté d'une manière rigolote. Drôle, c'est un conte. C'est une fable. C'est une fable.
Et ce personnage est génial, quoi. Et en fait, ça commence par ça s'appelle l'oncle Ozad parce que c'est comment on dit, le neveu, Ok. qui trouve en fait ses mémoires au grenier un jour par hasard. Ok. Et lit toute l'histoire du Méloé, machin, et c'est drôlissime, quoi. Et ça, je pense que ça ferait un super film. Ça pourrait être très, Ah très bah drôle. ouais. En tout cas, Justement, le pitch. sans avoir à être à montrer des choses sexuelles, c'est pas du tout le but. C'est la suggestion et le comique de situation un petit peu subversif qui est intéressant là-dedans. En tout cas, le pitch est génial. Bah, merci beaucoup pour cette conversation. En tout cas, c'était un grand plaisir. Bah, on a réussi à le faire finalement. Oui. Voilà. Merci. Et puis, à très bientôt. Portez-vous bien. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que cette exploration vous a plu. Si vous avez écouté cette conversation jusqu'ici, eh bien je pense que oui. Alors le meilleur moyen de me le dire et de m'aider à faire connaître le podcast, eh bien c'est de me laisser un petit mot doux en commentaire avec une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur iTunes. Ça vous prend 1 minute et vraiment ça m'aide énormément. De mon côté, sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire découvrir cet univers et ce job passionnant. Si vous avez quelque chose à me suggérer, un commentaire ou quoi que ce soit d'autre, eh bien vous me contactez par mail à mapassionmonjob@gmail.com. Et pour ne rien louper de mes aventures d'exploratrice et retrouver toutes les coulisses du podcast, eh bien ça se passe sur le compte Instagram et Facebook de Ma Passion Mon Job. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration.